Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore une fois, bienvenue dans votre émission Programme Croisé. Programme Croisé qui, en plus du temps de convaincre, initié par la haute autorité de la communication sur la RTG, en collaboration avec les médias publics et privés, mais les acteurs politiques ou les leaders en lice pour la présidentielle 2015 pour dérouler leur programme de société. Aujourd'hui, comme vous le constatez, je suis avec des collègues du service public et privé. À ma gauche, vous avez Alia qui n'est plus à présenter, Alia Camara, journaliste, reporter, présentateur à la télévision nationale. Et à ma droite, vous vous présentez, mon ami? Ibrahima Souri Traoré du site guinée7.com. Voilà, guinée7.com. Comme vous le savez, il y a une autre fois, nous avons reçu un autre collègue des médias privés en la personne de Aboubacar Koïla Diallo. Aujourd'hui, donc, ça va être Ibrahima Souri Traoré. Alors, Alia, nous avons aujourd'hui autour de la table 4 partis pour débattre des questions de programme de société, Alia. Justement, 4 partis politiques qui nous viennent du groupe, du Bloc libéral, de l'UFDG et du PDN. Je leur dis bonjour avant même de les présenter. Alors, vous avez Nadia Naman, qui est porte-parole du parti UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. Moustapha Baldé, qui est le chargé relations avec les médias du parti groupe, Génération pour la réconciliation, l'union et la prospérité. Vous avez Aliouba, directeur de campagne du Bloc libéral, BL. Et puis, enfin, vous avez François Bourouno, membre du directoire de campagne du Parti de l'Espoir et du Développement National PDN. Aminata. Voilà, vous l'avez constaté aussi, nous avons plusieurs invités qui ont déjà été reçus sur ce plateau de programme croisé. Alors, aujourd'hui, le thème principal porte sur gouvernance économique et réformes structurelles, comment rétablir la stabilité macroéconomique et relancer et accélérer la croissance sur les secteurs porteurs justement de croissance. Il s'agit de l'agriculture, des mines, de la pêche, de l'élevage, du commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises et aussi du tourisme et de l'artisanat. Voilà, mesdames, messieurs, le déroulé du thème de ce soir. Donc, en commençant, déjà, nous voulons savoir qu'est-ce que vous entendez par gouvernance économique. Nadia. Alors, merci. Je tiens d'abord à adresser le bonsoir aux Guinéens et à ceux de l'étranger qui nous suivent également. Alors, pour nous, la gouvernance économique, c'est celle qui va permettre le redressement de la Guinée, de la nation tout entière. Et l'UFDG, inscrit par la voix de son président Cellou Dalein Diallo, inscrit au cœur même de la gouvernance économique des réformes structurelles. Il est question pour le président Cellou Dalein Diallo de consolider la stabilité macroéconomique. Il est question pour lui de favoriser la mise en place d'une gestion responsable et saine de l'économie surtout. Et il est aussi question pour lui de création d'emplois à travers la création d'entreprises, entre autres. Merci Nadia. Je passe la parole à présent à M. Aliouba, qui est le directeur de campagne du parti le Bloc libéral. À vous, M. Ba. Bonjour à tous vos téléspectateurs et le président Fayam Milimono, le candidat de la rupture et du renouvellement de la classe politique guinéenne, du renouveau politique je veux dire, adresse des salutations à tous nos compatriotes. Bon, la gouvernance politique et économique éventuellement s'intitule aujourd'hui, se trouve au cœur de la problématique du développement dans notre pays. Elle doit prendre en compte toutes les dimensions aujourd'hui du potentiel économique que nous avons, que nous allons passer en revue bien entendu à l'occasion de cette émission. Il y a un projet que nous avons appelé projet présidentiel du candidat de la rupture, Fayam Milimono, qui s'articule autour de 17 points. Essentiellement, ce sont des points qui tournent autour des questions de développement, parce qu'au-delà de tout, toutes les politiques économiques que nous avons visent à réduire le niveau de pauvreté, éventuellement à augmenter la qualité de vie en Guinée et qui doit bénéficier à nos compatriotes. Voilà, merci M. Ba. La parole à présent à Faya François Bourouno du Parti de l'Espoir et du Développement National. Bonsoir Faya. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de la radio-télévision guinéenne.
Nous parlons de la gouvernance économique. Le PDN a au cœur de son projet de société une vision économique de la Guinée. Et notre projet économique a pour objectif de bâtir une économie solide et compétitive, ce qui passe par l'assainissement d'un cadre juridique macroéconomique cohérent et attractif, ce qui passe par un développement véritable des services sociaux de base, ce qui passe par un soutien important accordé aux services porteurs de croissance économique, ce qui passe également par la protection de l'environnement dans l'optique du développement, de la mise en place d'un développement durable dans notre pays et la gestion rationnelle des ressources forestières de la République de Guinée. Il faut comprendre aussi, grosso modo, que la Guinée a des problèmes conjoncturels, il faut des mesures conjoncturelles pour les corriger. La Guinée a des problèmes structurels, il faut des mesures économiques structurelles pour les corriger. Et le programme de société du PEDN, dans sa vision économique, intègre tous ces aspects et apportera des solutions tout au long du débat que nous allons dérouler tout à l'heure. Voilà, donc nous allons débattre de toutes ces questions tout à l'heure. À présent, j'ai Moustapha Baldé. Moustapha Baldé est du parti Groupe et il est le chargé des relations avec les médias. Bonsoir Moustapha. Bonsoir. Et qu'attendez-vous par gouvernance économique? Bon, la question de la gouvernance économique est intéressante, sauf que nous considérons qu'elle est d'une certaine manière indissociable de la vision que chacun d'entre nous peut avoir de rapport entre l'économie et de la politique. Vous avez un gouvernement, celui du candidat sortant, qui nous explique avoir fait beaucoup de réformes économiques durant le quinquennat, sauf qu'à côté, il a créé toutes les conditions pour une instabilité politique. Donc il n'y avait pas un certain rapport entre les efforts économiques qu'ils expliquent avoir fait et la vision qu'il devait y avoir des réformes institutionnelles. Donc c'est exactement le contraire que nous nous apprêtons à produire une fois à la tête de la présidence de la République. La question de la gouvernance économique, dans toute la trame de l'explication du projet de société à laquelle je vais me livrer durant ce débat, s'appuie sur un certain nombre de points. Les réformes macroéconomiques, ce sont des réformes qui sont intéressantes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment redémarrer la croissance, parce qu'on sait les conditions dans lesquelles ce quinquennat s'achève, avec une croissance autour de 0,6% en 2014. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire redémarrer la croissance. Donc c'est autour de cela que nous allons essayer d'organiser ce débat. Le dernier élément sur lequel j'ai voulu insister en préambule de cette intervention, c'est la question du partage des richesses, à laquelle nous nous tenons beaucoup au parti Groupe. Le malheur, ou si vous voulez, le paradoxe de la Guinée, c'est d'être à la fois un pays riche, mais avec une population pauvre. Vous avez une petite minorité d'individus qui s'accaparent des richesses de tous, qui forment et nourrissent le petit système que nous voulons combattre. Et vous avez la majeure partie de nos compatriotes qui se trouvent dans des conditions économiques difficiles. Face à cette situation, on ne doit pas se résigner, parce que ce n'est pas une fatalité, c'est la conséquence directe du refus des puissants qui entretiennent le système de partager les richesses. Donc il y a effectivement des réformes à mener dans ce sens-là. Oui, merci donc Moustapha. Comme tu l'as dit, nous aurons largement le temps de revenir sur toutes ces questions. Des secteurs porteurs de croissance, chacun de vous en a parlé. Nous allons partir sur le thème de ce soir, l'un des premiers thèmes. Nous prenons d'abord l'agriculture. Qu'est-ce que l'UFDG prévoit pour les 5 prochaines années à venir pour la relance de l'agriculture en Guinée, Nadia? Alors déjà, je pense que l'agriculture est indispensable du panier de la ménagère. Alpha Condé, lors de sa prise de pouvoir, a parlé de faire de la Guinée le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Même on est contraint de constater la réalité de la concrétisation de ces promesses qui sont vaines, à l'instar de tant d'autres faites à l'endroit des Guinéens, malheureusement. Alors la Guinée, il est important de rappeler aux Guinéens qu'on dispose d'un potentiel agricole, d'une surface agricole de 6,2 millions d'hectares, ce qui est très important, et il n'y a que 25% de ces terres qui sont cultivables, et il y a aussi 10% qui sont cultivables annuellement. Donc il s'agit de mettre fin à des pratiques traditionnelles comme la culture sur le brûlis, et de mettre fin aussi à une agriculture qui ne satisfait pas aux exigences de l'autosuffisance alimentaire, par exemple, une faible agriculture en termes de productivité. Donc l'UFDG aura vocation à lutter
contre la pauvreté, à assurer l'autosuffisance alimentaire surtout, et à mettre au centre des questions agricoles les cultures de rente. Mais en termes de politique agricole, il s'agira de moderniser le secteur. Cela passe par quoi? Cela passe par l'agrandissement des surfaces agricoles, cela passe également par les aménagements hydro-agricoles, cela passe par le rehaussement de la disponibilité en intrants agricoles, cela passe par les points de forage dans les zones rurales, et cela passe aussi par la mise en place d'un système de crédit efficace en zone rurale. Donc toutes ces dispositions, et je pense que ce qui est important, c'est de veiller au porte-monnaie. On l'a vu avec la Tabaski, on reviendra sur le taux d'inflation. On sait pertinemment à quel point nos compatriotes n'ont pas pu acheter le mouton à l'occasion de la fête de l'Aïd Kébir à cause d'un taux d'inflation galopant. On y reviendra. Donc l'une des priorités du candidat, du président Dalen Diallo, c'est d'accroître, c'est de faire des cultures vivrières une priorité nationale, de manière à ce que ces cultures vivrières soient à la portée du contribuable guinéen, du ménage guinéen. Aussi, l'UFDG, par la voix de son président Cellou Dalen Diallo, entend, sous la mandature de 5 ans qui lui sera confiée, on l'espère par les Guinéens, créer une centaine de petites et moyennes entreprises et des unités industrielles qui auront vocation à transformer localement des produits. Donc c'est toute une série de mesures en place que nous mettrons de manière à ce que nous appesantirons également sur la riziculture, parce qu'il est quand même inadmissible jusqu'ici de voir le taux d'importation quand on sait que les ménages, 40% des denrées en Guinée sont importées, et avec les pressions des devises, cela a des conséquences néfastes sur les prix et sur le porte-monnaie du consommateur. Merci Nadia. Nadia, tu reviendras encore sur ce sujet. Je passe la parole à présent à Ibrahim Souri de Guinée7.com, toujours sur le thème agriculture. À nos invités. D'accord, je voudrais en fait demander à tous les invités quels sont le plan concret, parce que apparemment tout le monde veut la stabilité économique, veut le développement de l'agriculture, tout ça, mais quel est le plan concret? Est-ce que où on en est, où vous voulez en venir? Voilà, et par quels moyens? Oui, François. Alors, c'est la question fondamentale. Aujourd'hui, il y a un paradoxe à relever dans notre pays. La Guinée a 85% de population paysanne qui n'arrive pas à nourrir les 100% de la population. C'est assez paradoxal quand on prend des pays comme les États-Unis. Peut-être on dira que la comparaison elle est trop grande. Qu'il y a 2% d'agriculteurs, mais ces 2% parviennent à nourrir les 100% américains, mais aussi ils exportent la production américaine. C'est possible chez nous. Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons combien de milliers d'hectares de zones, n'est-ce pas, cultivables? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous sommes dans cet état? Le gouvernement actuel nous a dit qu'ils ont investi combien de milliards dans l'achat d'intrants. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons d'importer le riz. Alors, le projet de société du PDN va au-delà de ça. Nous sommes un pays qui peut, à travers ses potentialités naturelles, produire, répondre aux besoins intérieurs, mais aussi exporter l'excédent de notre production. Donc notre vision, ce n'est plus l'autosuffisance alimentaire, parce que nous le pouvons à court terme. La vision du PDN, c'est d'assurer et d'atteindre la sécurité alimentaire dans notre pays. C'est pourquoi concrètement, le programme de société du PDN sur le plan agricole vise la mise en place, sous la courbe, n'est-ce pas, du ministère de l'Agriculture qui va être mise en place, la mise en place de 3 programmes très importants. Le premier programme, c'est un programme national de sécurité alimentaire. Un certain nombre de produits seront identifiés et des mesures seront mises en place pour accorder des subventions d'État à tous les investisseurs. Parce que la difficulté dans notre pays, c'est de penser que nous pouvons réussir avec toujours les pratiques cultivables ancestrales. Ça ne peut pas, il faut aller au-delà. Il faut aller vers l'agriculture de rente. Deuxièmement, nous allons mettre en place un programme national d'aménagement, n'est-ce pas, des surfaces cultivables et un programme national d'équipement. Nous visons également à mettre en place un programme de diversification agricole. Nous avons des régions comme la forêt, comme la Haute-Guinée, qui sont des régions, comme la Basse-Côte d'ailleurs, qui sont des régions très favorables à la culture du riz.
Donc ce sont des zones à identifier. Il faut un aménagement agricole. Peut-être tout à l'heure nous parlerons également du cadre du développement durable pour qu'on vous présente également combien de fois le PDN intègre dans cette vision l'aménagement aujourd'hui des cours d'eau pour qu'il y ait une double dimension qui soit tirée de cet aménagement. Une dimension environnementale mais également une dimension agricole. Voilà, merci Faya François. À présent, Alia, toujours sur l'agriculture. Je rappelle à nos invités qu'ils ont chaque fois 2 minutes de temps d'antenne. Donc, c'est l'occasion aussi d'aller très droit au but pour ne pas perdre de temps. Alors, oui, Alia. Justement, moi, ma question, c'est que nous disposons actuellement de stratégies agricoles. Mais qu'est-ce que vos différentes formations proposent, notamment pour accroître le PIB agricole qui se trouve actuellement autour de 25%. Concrètement, comment accroître ce chiffre? Sur la question de l'agriculture, je répondrai à la question. Je crois qu'il est intéressant aussi, j'espère que nous reviendrons là-dessus, que nous puissions revenir sur, bien évidemment, sur les 5 années difficiles que nous avons passées en termes d'économie et au-delà. Peut-être que d'ici la fin du débat, nous y reviendrons. Sur la question de l'agriculture, la vision du parti groupe est celle-là. Nous sommes d'abord conscients du fait que le secteur agricole est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il emploie, si vous regardez bien les statistiques, 87% de la population active. Et donc c'est paradoxal de voir à quel point ce pourcentage ne peut pas nourrir toute une population. L'agriculture est intéressante, nous en ferons une fois à la tête de l'État un secteur prioritaire, parce qu'aussi à travers l'agriculture on peut assurer une autosuffisance alimentaire, et l'agriculture aussi est un levier de développement qui est aussi créateur d'emplois et donc porteur de croissance. Sur la question de l'agriculture, nous avons des objectifs et nous avons une stratégie. L'objectif, il est double. La première des choses, c'est d'assurer une sécurité alimentaire. Et la seconde des choses, c'est l'augmentation des revenus des paysans. Ceux qui évoluent dans le cadre de l'agriculture, mais qui n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes. Donc il faut, par le biais de l'agriculture, à travers une politique que nous mettrons en œuvre, que le paysan puisse accroître son revenu. Et quelle sera la stratégie? Nous voulons au parti groupe, parce que nous sommes un parti démocrate jusqu'au bout, voyez. Nous voulons placer le paysan au cœur des réformes que nous entreprendrons dans le secteur agricole. On a vu la campagne agricole, la manière avec laquelle elle se passe. On a vu les autres propositions, la manière avec laquelle elles sont formulées. On pense toujours à la place du paysan et on agit à la place du paysan. C'est le contraire que nous devons faire. Le paysan doit être au cœur des réformes que nous voulons engager. En mettant l'accent par exemple sur la formation, en réhabilitant les centres de recherche agronomique qui existent en Guinée mais qui ne fonctionnent plus. Donc nous allons les réhabiliter. En développant la microfinance, toujours le paysan au cœur des réformes que nous mènerons. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont pleins d'initiatives, qui veulent entreprendre dans le domaine agricole, mais qui n'ont pas une facilité quant à l'accès des crédits bancaires. Donc nous allons développer la microfinance de manière à ce que les paysans puissent facilement avoir accès, bien évidemment, au crédit bancaire. Et nous allons aussi assurer la fourniture des semences et des matériels adaptés aux paysans pour que, effectivement, ce qu'ils sont en train de faire soit plus rentable. Et parallèlement, nous proposons aussi au parti groupe qu'il y ait l'aménagement de grands domaines. De grands domaines que nous connaissons en Guinée, mais qui sont inexploités. Il faut les aménager. Les domaines qui existent déjà, je veux parler du domaine de Koba, du domaine de Montchamp, il faut agir en sorte que ces domaines-là soient profitables à toute la population. Voilà, votre temps d'antenne. Dernière proposition, nous proposons aussi la relance de la culture d'exportation, parce qu'elle peut aussi être une source de devises. D'accord, vous reviendrez plus en détail tout à l'heure. C'est à présent le tour du bloc libéral avec Ali Ouba. Est-ce que vous pensez que, je vois que tous les invités ont les mêmes rêves en ce qui concerne la relance de l'agriculture. Pensez-vous qu'aujourd'hui, des conditions ne sont pas suffisamment créées et quelles seront, vos conditions pour que cette agriculture-là voie de meilleurs jours? Et tout d'abord, il faut noter que vous avez autour de la table des libéraux. Donc c'est normal pratiquement qu'il y ait des convergences de vues sur un ensemble de choses. En ce qui concerne l'agriculture, je ne reviendrai pas parce que je suis d'accord avec ce que la plupart des uns et des autres ont proposé. Mais au niveau des fondamentaux, il faut partir d'un bon diagnostic parce qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Le cas particulier de la Guinée, la denrée la plus consommée aujourd'hui dans notre pays, c'est le riz. Nous avons un volume d'importation, c'est-à-dire le besoin de consommation du riz aujourd'hui en Guinée autour de 350 000 tonnes. Quand vous prenez la tonne de riz au niveau du marché mondial, environ 410 $, ce qui veut dire que nous finançons à hauteur de $1 million pour régulièrement consommer le riz.
Il y a eu une campagne agricole qui a été lancée dès les premières heures du pouvoir d'Alpha Condé en 2011 avec beaucoup de tapage médiatique. Je crois qu'on a financé le premier programme à hauteur de 230 milliards, environ 250 milliards de francs guinéens, pour acheter des intrants et accompagner soi-disant les paysans. Et il ne sert absolument à rien d'avoir de l'argent investi dans le domaine agricole s'il n'y a pas une maîtrise de l'eau. Donc, il n'y a pas une planification a priori, il n'y a pas d'accompagnement au niveau des préparations, parce que les paysans méritent d'être préparés, accompagnés, encadrés. Ceci n'a pas été fait en amont. Alors, on se retrouve avec un financement colossal qui pratiquement ne produit pas le résultat. Et ce qui est scandaleux, c'est que c'est un projet de développement agricole qui n'est pas chiffré. Alors, il y a de l'incohérence à ce niveau. En ce qui concerne le bloc libéral, l'agriculture doit aujourd'hui servir d'ailleurs de relais pour nous sortir du tout minier et des autres secteurs, parce que le potentiel, il existe. Il faut non seulement développer et planifier les aménagements, les espaces d'aménagement à partir desquels on peut avoir des zones d'exploitation, mais il faut créer aussi une banque agricole qui permet à nos paysans d'avoir des lignes de crédit. Facilité d'accès au crédit, ça leur donne la possibilité de s'épanouir. Il faut relancer surtout les instituts d'études agronomiques et de laboratoires de recherche. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où la technologie s'invite partout. Alors il faudrait permettre à nos paysans d'avoir accès à des études, à des recherches qui peuvent leur permettre de savoir quelle est leur capacité ou bien quels sont les domaines dans lesquels ils peuvent s'inviter pour suffisamment produire. Donc tous ces paramètres sont à mettre en œuvre. Il y a une qualification réelle, un accompagnement, une possibilité d'accéder aux lignes de crédit. Et le bloc libéral entend travailler dans cette dynamique-là pour permettre au secteur agricole de se relancer et tout en lui allouant, si vous voulez, une part substantielle du budget national. Voilà. Ce qui du coup sort du tapage. Aliou, merci. Vous aurez aussi l'occasion de revenir. Je reviens sur Faya François Bourouno qui parlait tantôt de programme national de sécurité alimentaire. Depuis un certain temps, je crois qu'il y a eu une baisse substantielle d'importation de riz. Pensez-vous que c'est insuffisant et quels seront les programmes clés que vous aurez pour vraiment endiguer ou bien éradiquer complètement l'importation de riz qui est principale base alimentaire en Guinée? Je vais vous dire que le programme national de sécurité alimentaire que nous visons à mettre en place, n'est-ce pas, porte sur la valorisation de la production agricole dans notre pays. Vous parlez de la baisse substantielle de l'importation de riz dans notre pays. Mais c'est un échec du gouvernement actuel. Il faut en parler. Le président actuel a promis aux Guinéens qu'après la première année de sa mandature, la Guinée allait consommer ce qu'elle produit et allait produire ce qu'elle consomme. C'est-à-dire il allait atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc si jusque-là, nous ne sommes pas arrivés à cette situation d'autosuffisance alimentaire, il faut constater que c'est un échec. L'une des choses que je propose, qui est une proposition du PDN, une proposition de la SOLD, c'est l'installation en Guinée, parce que c'est possible de le faire. Nous avons fait des études, il y a aujourd'hui une possibilité d'installer une industrie de production d'intrants agricoles. Vous avez suivi la première année, la deuxième année de la campagne agricole de M. Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, ils ont importé des engrais, mais c'était du mauvais engrais. C'était des intrants, des herbicides qui étaient importés. Au lieu de lutter contre les herbes, les populations paysannes ont constaté une poussée d'herbes beaucoup plus exponentielle que la poussée d'herbe traditionnelle qu'ils connaissaient. Donc ça a été une contre-performance. Donc aujourd'hui, nous au PDN, nous proposons dans notre projet de société la mise en place d'une unité industrielle, voire même des unités industrielles qui vont se charger de produire des intrants sur place, distribuer ces intrants-là. Et nous visons également la mise en place d'une banque agricole pour soutenir, nous parlerons tout à l'heure, parce que dans notre vision économique, nous visons la mise en place d'instruments financiers, notamment l'implantation en Guinée de banques d'investissement, parce que jusque-là, nous n'en avons pas. Mais parmi le panier de banques que nous visons à mettre en place, il y aura une banque agricole qui se chargera d'accorder du crédit, n'est-ce pas, aux paysans guinéens. Parce qu'il faut qu'on sorte de la production, comment dirais-je, traditionnelle actuelle, c'est-à-dire la culture sur brûlis, la culture juste de subsistance, pour évoluer vers la culture de rente. C'est pourquoi nous avons l'autre programme qui vise la diversification, le soutien à la diversification des produits. Je parlais tout à l'heure de deux régions qui sont reconnues des régions, n'est-ce pas, très spécialistes dans la production de riz. Mais vous prenez une région comme le Fouta, c'est une zone très spécialisée dans la production de la pomme de terre. Aujourd'hui,
les populations paysannes de cette région, ils produisent, ils consomment leur production, ils exportent leur production. Mais est-ce que l'État a le contrôle sur l'exportation de la pomme de terre vers le Sénégal? Je pense que non. Alors aujourd'hui, il faut travailler de sens à ce que... Vous partez aujourd'hui dans les supérettes, les purées que nous achetons. Une fois je suis allé, j'ai acheté des purées, on me dit que ça vient du Sénégal. Pourquoi nous qui produisons la pomme de terre, le Sénégal n'en produit pas comme la Guinée? Nous produisons la pomme de terre, nous exportons la matière brute. Le Sénégal a mis des unités de transformation en place. Il transforme ses produits, n'est-ce pas? Il nous exporte ça, nous le payons plus cher. Donc le PDN vise à pallier à cela pour qu'il y ait des unités de transformation également de cette production sur place pour que la Guinée désormais, au-delà de la consommation locale, que nous puissions exporter le produit fini. Voilà, merci Faya François. Vous parlez par exemple de la transformation de la pomme de terre en purée. Aujourd'hui, ça fait partie des préoccupations. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu du retard dans cette prise d'initiative? Est-ce qu'en matière d'allocation budgétaire aussi pour l'agriculture, ça c'est une question. La seconde, c'est qu'en matière d'allocation budgétaire pour l'agriculture, qu'est-ce que vos différents partis politiques proposent concrètement? Je vais vous dire, j'ai suivi le président de la République sur ça. Elle est cosmétique sa proposition. Il a fait 5 ans, il ne l'a pas proposé. C'est récemment, pendant cette campagne électorale, quand il est allé au Fouta, on a trouvé un bâtiment pour juste dire que c'est ici que va être installée l'unité de transformation. Ce n'est pas ça la gouvernance. Au PDN, la gouvernance va au-delà de ça. La gouvernance, c'est une question de responsabilité. C'est une question d'action concrète. Nous, dès la première année, nous allons travailler dans le sens d'implanter des unités de transformation sur place. Les dernières années que nous avons connues dans notre pays, la croissance est pratiquement tirée par le secteur agricole. Pourquoi ne pas accroître les capacités d'investissement dans ce secteur pour que ce secteur continue au rythme même exponentiel d'accroître notre taux de croissance, en plus des autres secteurs aussi qui sont porteurs de croissance, notamment les mines, l'éducation et la santé, le secteur énergétique. Donc nous investirons pour qu'aujourd'hui le niveau de contribution actuel de l'agriculture au taux de croissance guinéen soit doublé. Oui, Moustapha Baldé. Ok, la question de l'agriculture, j'ai eu l'occasion de revenir là-dessus à ma première prise de parole. Elle est intéressante parce que c'est un levier de développement. Donc c'est un secteur porteur de croissance, alors que notre pays en a le plus besoin actuellement. Et c'est un secteur aussi créateur d'emplois. La question de l'agriculture, c'est d'abord une question de politique, une question de programme de gouvernance. Je crois bien évidemment qu'il y a beaucoup de progrès que nous avons à faire dans ce domaine-là. Notre pays a beaucoup de progrès à faire parce que les politiques qui sont données, d'une certaine manière, ne sont pas appliquées sur le terrain. Donc il faut essayer de revoir cette politique-là. C'est aussi une question de moyens. La proposition que j'ai faite, c'est celle qui consiste par exemple à développer la politique industrielle, parce que l'agriculture aussi, si nous voulons qu'elle soit beaucoup plus active et qu'elle contribue à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, il faudrait que la question de l'agriculture s'accompagne de notre souci par rapport au développement des industries. Nous avons des produits qui peuvent être transformés ici avant qu'ils ne partent à l'extérieur. Donc il faut créer les conditions pour que ces produits soient transformés. J'ai parlé de la proposition concernant la relance des cultures d'exportation. C'est intéressant parce que cette proposition, les cultures d'exportation sont aujourd'hui porteurs des devises. Et donc l'État peut beaucoup plus bénéficier. Mais cela se fera essentiellement à travers deux choses. À travers de grands investissements que nous proposons de mettre en place une fois le groupe au pouvoir, de gros investissements que nous engagerons non seulement dans la commercialisation de ces produits d'exportation, mais aussi dans les structures de production parce qu'elles sont intéressantes dans la chaîne de l'écoulement des produits. Nous allons aussi, pour améliorer cette culture d'exportation parce qu'elle est intéressante, nous allons stimuler la production parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de production, il n'y a pas assez de gens qui sont prêts à prendre le risque de produire ces cultures d'exportation. Je vais parler du café, je vais parler du cacao. Nous allons mettre en place des politiques de stimulation de la production de ces produits-là, à travers notamment des mesures fiscales, à travers une souplesse fiscale. Nous allons par exemple proposer à ceux qui prennent le courage sur eux-mêmes de produire ces produits-là, de ne pas, par exemple, payer des taxes à l'exportation. Voilà, donc c'est de nature à encourager certains... Nadia, est-ce que d'en face l'a rappelé, nos programmes de société dans le domaine agricole convergent. Je pense que là, il est intéressant de dire aux spectateurs, aux téléspectateurs qui nous suivent, en quoi est-ce que l'UFDG, par la voix de son président Cellou Dalein Diallo, entend se démarquer. Parce que tout ce dont on parle, tout ce qui est en haut de ce mandat est en fin de mandat. Alors, en début de mandat, ce bilan économique consistera à pouvoir fixer
le point de départ et identifier les challenges. Le bilan économique à mi-mandat permettra de recenser les actions entreprises par le gouvernement. Et enfin, le bilan en fin de mandat permettra de voir est-ce que les actions, les engagements pris sont en conformité avec les mesures mises en place par le gouvernement. Et le président Cellou Dalein Diallo entend faire ce bilan économique par un cabinet d'audit indépendant qui aura toute la latitude d'action de voir est-ce que les engagements pris ont été respectés. Cela nous semble important. Je pense qu'il est aussi important parce qu'on parle de stabilité macroéconomique et il faut savoir que quand on parle de stabilité macroéconomique, il faut parler du climat des affaires. Et le climat des affaires est la résultante d'un certain nombre d'indicateurs, dont l'état de droit, la démocratie, la bonne gouvernance, l'indice de perception de la corruption et l'indice de l'investissement global. Alors, il faut rappeler des chiffres qui sont très intéressants pour nos téléspectateurs. Selon Transparency International, la Guinée occupe le rang de 2e pays le plus corrompu en Afrique de l'Ouest. Il faut le rappeler. 12e en Afrique et 29e dans tout le monde entier. Donc là, on est en train de parler de politique agricole. Tant que les mesures de lutte contre la corruption ne sont pas prises, la Guinée sera également à la traîne. Parlons du rapport global sur la compétitivité. Selon le Forum économique mondial, ce n'est pas l'UFDG qui le dit, c'est le Forum économique mondial qui le dit. En termes de compétitivité, la Guinée s'est classée 141e sur 148 pays en 2012 et tenez-vous bien, 147e sur 148 pays en 2013, avant Ebola, qui sert à tout justifier. Donc là, en termes de risque, la Guinée fait partie des pays à risque. Donc pour l'UFDG, il sera question de veiller à la stabilité des prix également, de faire en sorte que la Banque centrale l'accompagne dans sa lutte contre la cherté de la vie, l'accompagne à contrôler la hausse et ne pas se limiter à faire de la Banque centrale un instrument de stabilisation des prix, mais également de faire en sorte que la Banque centrale joue un rôle majeur dans les équilibres macroéconomiques en termes de création d'emplois et de relance de la croissance. Merci Nadia. Nous allons prendre un autre thème, comme annoncé en début d'émission. Sur la question, juste une minute. Oui. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, sur la question, parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas réaborder cette question-là. Pourtant, elle est intéressante. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, je voudrais revenir là-dessus. C'est pourquoi nous y avons consacré plus de temps d'ailleurs. Très bien. J'avais dit que nous sortons de 5 années difficiles, avec une économie en récession, avec une croissance faible. Elle a terminé en 2014 autour de 0,6%. L'inflation est aujourd'hui autour de 8,5%, alors que l'objectif du gouvernement c'était de la ramener à 5%, donc cet objectif il n'est pas atteint. Par-dessus tout, les conditions économiques de nos compatriotes se sont dégradées. Vous avez aujourd'hui 6 millions de Guinéens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est le résultat d'une politique, celle du gouvernement sortant. Mais c'est aussi le coût social qui a accompagné la politique du gouvernement par rapport au PPTE. Donc il faut essayer de dépasser cette vieille rengaine RPGiste là, du PPTE. Aliouba, ce que je voulais dire, nous avons beaucoup à gagner à ramener la crédibilité. L'économie est basée sur un paramètre psychologique, la confiance. Rien qu'à ramener la crédibilité, la confiance par rapport aux acteurs, l'État, les dirigeants, chaque année nous avons à gagner 1,5% de points en termes de taux de croissance dans notre économie. Rien qu'à ramener la crédibilité. Aujourd'hui, il y a des infrastructures à mettre en place. Ces infrastructures, quand vous n'avez pas l'énergie, quand vous n'avez pas les infrastructures d'acheminement, de la production agricole à la base, vous n'avez absolument rien. Parce qu'au-delà de tout, l'économie obéit à une logique de mobilité. Il faut permettre à ceux qui sont déjà à ce niveau, l'État guinéen a un souci, la Guinée a un problème de capacité d'absorption. Il y a environ 17 projets actuellement qui sont financés depuis 2008 quasiment par les partenaires uniquement dans le domaine agricole. l'IDA, la FAO et tout ça, PACV et autres font partie de ces différents projets. Notre faible capacité d'absorption ne nous permet pas aujourd'hui d'avoir plus de 18,5% de ce montant de 17 millions de dollars qui représente l'enveloppe pour financer ces différents projets agricoles au niveau local. Ça veut dire que nous n'avons pas une souscription de plus de 3,5 millions de dollars. En ramenant la crédibilité, la confiance, c'est pourquoi le candidat de la rupture et du renouveau politique, Dr Faya Milimono, qui incarne ce que ce Guinéen-là a comme ambition, pour ramener cette confiance en termes de visibilité, en termes de crédibilité. Donc la confiance entre les partenaires locaux, la confiance avec les acteurs qui sont aussi extérieurs au développement. Nous sommes en mondialisation, nous avons
des opportunités à saisir en Guinée, des opportunités à saisir aussi ailleurs, en ayant des rapports qui peuvent nous permettre de gagner des financements. Donc la possibilité de financement existe, mais il faut simplement ramener la confiance. Et en ce moment, l'État guinéen n'inspire pas confiance. C'est pourquoi la Guinée n'est pas une destination, parce qu'on fait plus de projets à caractère politique que des projets qui ont des ambitions de développement. Il y a l'amalgame, l'amateurisme. C'est ce que d'ailleurs on déplore. Les 5 ans de gouvernance d'Alpha Condé ont été caractérisés par quelqu'un qui a le tout souci politique. Donc pour lui, tout est politique, même la salutation, à la limite, elle est politique. Alors à partir du moment où on confond les questions de développement et les questions de calcul politicien ou bien de calculs électoraux, je crois qu'on met un peu les choses ensemble. Pourtant, il faut les dissocier. Voilà, d'accord. Nous allons, je crois qu'on va encore centrer ce débat sur un autre secteur porteur de croissance. Je veux parler des mines à présent, Alia. Oui. Ou bien tu as une autre question sur l'agriculture? Justement, peut-être une question, mais qui pourra être débattue dans le cadre des mines. Oui. Monsieur Moustapha Baldé, c'est bien ça, nous parlait tout à l'heure d'une inflation autour de 8% et que l'objectif était 5%. Il faut savoir quand même d'où nous partons. Nous partons d'une inflation à 2 chiffres, autour de 20%. Est-ce que vous pensez que ce travail qui a été abattu là est insuffisant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour revenir au secteur des mines, nous connaissons tous le potentiel bauxitique de la Guinée qui s'élève autour de 18 milliards de tonnes et avec 40% d'alumine. Comment vos différents partis politiques comptent mettre cette richesse au service du peuple? Oui, Aliouba. On reprend avec sur la question de l'inflation, elle est posée, je crois que je peux y aller. La question des 9% dont vous parlez, qui est le chiffre officiel par rapport à l'inflation, c'est plus lié à la baisse de la demande qu'à une performance économique réelle. Je m'explique. Le cas particulier de la Guinée, les Guinéens s'appauvrissent parce qu'il faudrait mesurer l'impact du développement à travers l'indice de développement humain qui est aujourd'hui l'indicateur le plus fiable établi par le programme des Nations Unies pour le développement. Au niveau de ce classement, nous sommes sur 187 pays, nous sommes 176e. Je crois que ce n'est pas honorable pour un pays comme la Guinée parce que nous faisons partie des pays qui aujourd'hui ont le niveau de vie le plus bas. 56% de nos compatriotes vivent avec moins de 2 $ par jour, ce qui veut dire qu'ils sont en dessus du seuil de pauvreté. 2 $ par jour, c'est 14 000 francs guinéens, et on peut se dire valablement si avec 14 000 francs guinéens, on peut se nourrir, se vêtir, se déplacer et se loger en Guinée. Je crois que c'est quelque chose qui ne doit pas souffrir d'un débat possible. La question de l'inflation, c'est quelquefois en économie, pour relancer l'économie par la consommation, on peut souhaiter que l'inflation soit tolérée à 14-15%. Ce n'est pas une performance économique. Vous avez un pays qui importe presque tout, donc qui est dépendant en tout. Alors nous avons une population qui perd en termes de pouvoir d'achat. Nous en parlerons tout de suite parce que vous avez inclus dans le menu le panier de la ménagère. Ça ramène au pouvoir d'achat. Donc vous avez des gens qui perdent leur capacité de consommation au quotidien. Alors si vous allez dans une logique d'augmentation de prix, est-ce que vous avez la chance que ces personnes-là viennent acheter ces produits? Non. Alors les prix vont à la baisse. Ces prix à la baisse sont interprétés par le gouvernement guinéen comme étant une performance d'inflation en termes de 9%. C'est plutôt la demande qui baisse. Et quand la demande baisse, c'est l'offre qui va automatiquement suivre parce que ces deux ont une relation proportionnelle. Et éventuellement, on ne peut pas construire une économie dans un pays où les gens perdent régulièrement leur pouvoir d'achat. Donc, présentation de 9% de taux de croissance, ce n'est pas une performance économique, c'est une conséquence de la dégradation des conditions de vie de nos compatriotes. Donc je m'inscris en faux par rapport à tous ceux qui en font la propagande que le gouvernement guinéen a fait baisser l'inflation de 22. Il y a des pays qui sont en relance comme le Rwanda, qui est la 3e économie la plus compétitive du continent, où on peut tolérer un niveau d'inflation de 12, 13, 14%. C'est acceptable. Moustapha, la question vous était destinée. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a aussi là des points sur lesquels nous sommes d'accord. Je crois que la question liée à l'inflation, il y a sûrement le fait que la demande est baissée. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Il y a également le fait que le pouvoir d'achat des Guinéens, durant ces 5 ans, mais peut-être aussi avant, a fondu comme neige sur soleil. Et je ne veux pas, ici à l'attention de M. Alia, je ne suis pas en train de dire qu'aucun effort n'a été fait par le gouvernement, mais je crois que c'est insuffisant par rapport effectivement à ce que la population attendait de ce gouvernement. Et c'est pourquoi sur la question économique, nous avons des propositions concrètes, parce que j'ai l'impression que nous n'avons pas revenu là-dessus. La première des choses, c'est par rapport à l'économie, c'est une stabilité politique. Cela permet d'encourager les investisseurs, cela permet d'améliorer le climat des affaires. Nous proposons aussi de soutenir l'investissement, de soutenir les entreprises par la mise en place d'une banque publique d'investissement
pour que les entreprises qui sont pourvoyeurs d'emplois, parce que l'État ne crée pas d'emplois directement. Ceux qui créent d'emplois, ce sont les entreprises. Donc il faut mettre les entreprises dans des conditions telles qu'elles puissent employer le maximum de Guinéens. Pour cela, il faudrait que ces entreprises aient une facilité par rapport au crédit, que ces entreprises bénéficient d'un certain nombre d'allègements fiscaux. Donc je crois que c'est intéressant. C'est dans le sens des propositions que nous faisons. Et je crois que de cette manière-là, on peut favoriser le retour de la croissance qui est aujourd'hui pas trop encourageante. Donc nous proposons aussi de développer les infrastructures parce que toutes ces questions ont une certaine liaison en termes d'économie. Oui. Ibrahima Sory, tu as... Oui, moi j'ai la question, moi je voudrais, parce que là on revient souvent sur les mêmes trucs, les mêmes propositions, si on pouvait passer vraiment, comme vous l'avez souhaité, aux mines. Moi la question sur les mines, c'est que est-ce que chacun de vos partis, chacun des représentants plutôt, a un plan au compte de son parti de relance par exemple de l'usine de Friguia? Vous parlez de la question de Friguia. Ouais. Je pense qu'il faut noter une question notoire d'échec du gouvernement actuel sur la question de la gestion du Ça c'est sûr, je veux juste votre plan je viens de relance. Parce que c'est très important. On a fermé Friguia parce que simplement l'argument du gouvernement, Friguia a été bradé. Aujourd'hui, il faut présenter aux Guinéens qu'est-ce que Friguia a obtenu après la fermeture de l'usine. Friguia a demandé au gouvernement qu'il veut la concession minière de Djandjan. Friguia l'a obtenu. Friguia a demandé, Russell a demandé au gouvernement guinéen plutôt, n'est-ce pas, l'accès aux infrastructures de la Sogipami. Ils ont eu accès à cette infrastructure. Donc c'est juste un chantage qui s'est fait sur Russell, mais en réalité, n'est-ce pas, la politique menée actuellement n'est pas une politique visant à promouvoir les investissements dans le secteur minier. Nous, au PDN, nous promettons fermement aux Guinéens le fonctionnement de l'usine dans les premières 5 années de gouvernance. Et c'est pourquoi nous demandons aux Guinéens de nous porter confiance. La question d'investissement dans le secteur minier est une question très importante. Ça fait plus de 2 ou 3 décennies, la croissance guinéenne, la croissance économique guinéenne, et aujourd'hui nous savons que toutes les économies du monde, la religion économique, c'est la croissance économique. Bruno, je voudrais que vous parliez de votre proposition par rapport à la relance de Friguia. C'est ce que je dis. Vous n'avez plus qu'une minute. J'en viens. Des généralités. La première proposition que nous faisons, c'est le développement de tous les grands projets miniers. Et le projet de la mine de Friguia en fait partie. C'est pourquoi nous travaillerons de telle sorte que nous rappelons l'investisseur. Nous allons discuter avec l'investisseur pour s'entendre. C'est une question de confiance. L'investissement est basé sur la confiance. S'il n'y a pas de confiance, l'investissement fuit parce qu'il y a l'argent derrière. Donc nous discuterons avec l'investisseur pour voir les possibilités. Si avec l'investisseur actuel, nous n'obtenons pas de compromis, nous trouverons des investisseurs qui vont reprendre l'usine de Friguia. Parce que la vocation du PDN, ce n'est plus de transporter la terre brute de bauxite à l'extérieur. C'est de la transformer sur place et transporter l'alumine. Nadia, vous avez le même avis sur la question? Moi j'aimerais quand même, parce que pour revenir à ce que monsieur disait tout à l'heure, on revient de loin sur l'inflation. Alors pour que les téléspectateurs comprennent d'où l'on vient justement, il faut noter qu'en 2009, quand on avait le CNDD à la tête de l'État, le taux d'inflation était de 7,9%, s'il vous plaît. Donc de 7,9% à 9%, on se rend compte que la junte militaire a fait mieux en termes d'inflation qu'un pouvoir civil. Je vais là apporter cette précision. Et en termes de macroéconomique, le taux de change important. En 2009, le dollar s'échangeait à 4596 francs guinéens. Aujourd'hui, il est à 7703 francs guinéens. Donc, j'aimerais apporter cette précision. Alors, en matière de mines, puisque c'est cela dont il est question, je pense que pour nous, il est fondamental d'introduire dans le domaine des mines de la transparence. Parce que là, on a eu plusieurs sociétés qui ont fermé leurs portes et d'autres, celles qui sont restées, sont dans l'attente de jugement, sont dans l'attente de la restitution de leurs biens confisqués. Donc là, on a des millions d'emplois de perdus. Voilà, on peut faire l'inventaire des entreprises fermées sous la présidence Alpha Condé. On n'en finirait pas aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que l'on propose? Une transparence, parce qu'il est important que les Guinéens sachent que Forécaria Mining Guinée, j'aimerais, parce que nous avons, le président Cellou Dalein Diallo a un plan, une politique minière qui s'articule autour de 4 axes fondamentaux. Mais avant cela, j'aimerais parler aux téléspectateurs de Forécaria Mining afin qu'ils se rendent compte de l'opacité qui entoure la gestion du secteur minier
en dépit de l'adhésion à l'ITE, l'indice de transparence dans les industries extractives, notez très bien qu'on est au jour d'aujourd'hui, en 2015, on n'est pas du tout en conformité avec cet indice et je vais vous dire pourquoi. La Cour des comptes qui est censée contrôler a posteriori la régularité des finances publiques n'est pas encore installée. Donc comment est-ce qu'on veut que dans le secteur des mines, on puisse faire contrôler cette gestion? Ça, c'est une chose. Une autre est que, pour revenir à Forécaria Mining, on a affaire à une société qui exploitait, tenez-vous bien, chers téléspectateurs et téléspectatrices, plus d'1,3 milliard tonnes de minerais de fer, sans pour autant qu'ils ne disposent d'un permis d'exploitation en République de Guinée. Ces minerais de fer transitaient par le Libéria et la Sierra Leone dans une totale opacité. Et justement, pour vous apporter des éléments conséquents, il s'avère qu'il y a eu une commission d'enquête parlementaire où le ministre a eu à s'expliquer sur cette entreprise Forécaria Mining. Il a été dans l'incapacité de reconnaître l'existence de cette entreprise et ça n'a valu à la République de Guinée aucune recette. Donc c'est important de le dire. Alors pour nous, il s'agit non seulement de rétablir la confiance et de revoir aussi les codes, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici, les codes miniers, parce que tout part des réglementations juridiques. On a eu un code minier en 95, on en a eu en 2011 et 2013, il faut reconnaître cela. Mais on se rend compte que les conventions minières s'écartent de ces codes miniers, on octroie des exonérations et des avantages fiscaux exorbitants, et ce n'est pas la Guinée qui gagne. Donc pour nous, il est fondamental pour l'UFDG de s'atteler sur 4 mesures principales. Il s'agira... Si mon temps de parole, il s'agira non seulement de soutenir le privé et de faire appel aux investisseurs privés qui, ont le savoir-faire, la technologie et qui ont une capacité de mobilisation des ressources qui permettront de développer le secteur. On parle très peu aussi de l'artisanat, de l'exploitation artisanale de l'or et du diamant. Il s'agira pour l'UFDG d'organiser ce secteur et d'appuyer un peu cet artisanat local, cette exploitation artisanale, et aussi de développer les infrastructures auxiliaires aux mines, les ports et les chemins de fer qui nous permettraient de soutenir et d'accompagner ces méga-projets. On nous a parlé de juin 2015 de premiers minerais de fer. Jusqu'à présent, le peuple de Guinée attend ces premiers minerais de fer, ils ne nous ont pas vu venir. Merci Nadia. Aliouba, sur le code minier qui est assaini aujourd'hui, qu'on affirme être assaini, est-ce que vous pensez dans la même direction ou bien il faut encore des apports à ce domaine? Un code minier assaini mais qui fait fuir, malheureusement. Alors ça fait effet contraire. On aurait voulu avoir un code minier attractif. Mais le résultat que ça donne, c'est inquiétant. Parce que tout simplement, les réformes, soi-disant entreprises, ont produit un résultat contraire aux attentes du peuple de Guinée. Il faut s'affranchir du tout minier. Vous savez, la question minière est une question sensible. Parce qu'au-delà de tout, actuellement, nous vivons une situation dramatique. Parce que quasiment tout le secteur minier est pris en otage par une guéguerre entre des mastodontes du secteur minier, Benista et Mens, le gouvernement guinéen, Rio Tinto, Chinalco et tout le reste. Simandou est immobilisé. Et ça permet à des entreprises, parce qu'aujourd'hui Rio Tinto a dans son portefeuille Simandou. À travers simplement la spéculation boursière, Rio Tinto gagne des millions de dollars par jour. En attendant, le peuple de Guinée attend. Parce qu'on avait miroité ici le protocole d'investissement, l'accord d'investissement de 20 milliards de dollars. C'était bien beau en chiffres, mais on ne peut pas investir 20 milliards de dollars dans un pays qui a un PIB qui a à peine atteint 7,6 milliards de dollars. D'accord, le code minier fait flux. Qu'est-ce que le BL peut voir pour que les investisseurs reviennent? Bon, il faudrait ramener cette crédibilité dont on parle. Le secteur minier a besoin aujourd'hui d'être réformé structurellement. On ne peut pas exploiter les mines sans pour autant proposer à avoir de l'énergie. Ça ne demande pas de l'énergie domestique. Ce n'est pas avec 240 MW de Caleta qu'on va transformer la bauxite ici en alumine et en aluminium. Et ce qui est malheureux par rapport à ce secteur-là, nous n'avons pas la possibilité de contrôler la fixation des prix au niveau international. La bauxite n'est pas cotée au niveau international, c'est l'alumine qui est cotée. Ça veut dire que nous perdons régulièrement parce que tout simplement nous vendons à travers les offres qui sont proposées par les entreprises qui nous prennent en otage. Donc il faut s'affranchir du tout minier. Au regard du budget national, nous avons un volet recette de 11 000 milliards. Ça veut dire que c'est moins de 2 milliards de dollars. C'est l'équivalent de ce que Rio Tinto reverse à ses actionnaires dans un premier semestre d'exercice. Donc ce qui veut dire que c'est absolument rien. Il faut sortir de ce cadre-là
Il faudrait faire en sorte que l'économie soit diversifiée. Nous pensons au bloc libéral que le secteur minier fait plus de bruit qu'en réalité que ça rapporte à notre État. 50 ans d'exploitation des mines, le constat est un constat d'échec. Nous avons aujourd'hui un pouvoir, ça permet d'ailleurs d'entretenir des réseaux mafieux autour, des grands réseaux de corruption, mais au regard du budget, ça ne rapporte absolument rien. Il faut assainir carrément ce secteur-là, il faut redéfinir une nouvelle politique minière qui soit attractive, mais avec un gouvernement responsable, et c'est ce gouvernement-là que nous entendons mettre en place avec la confiance. Voilà, nous n'avons plus assez de temps. Oui. Proposition donc du parti groupe. Voilà, proposition concrète et en quelques mots, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Bon, je ne vais pas revenir sur les constats qu'ont fait ceux qui m'ont précédé. Simplement, je voudrais dire, pour ce que vous voulez que je termine vite, je voulais simplement dire que notre politique... Vous avez quand même 2 minutes. Notre politique minière au parti groupe, une fois à la tête de l'État, et c'est ce que nous espérons très fortement au soir du 11 octobre, cette politique s'articule autour essentiellement de 4 points. La première des choses, ce que nous proposons à travers des réformes que nous mettrons en place, une meilleure répartition des richesses, de manière à ce que l'État puisse mobiliser des ressources et de manière à ce que aussi les richesses qui sont tirées de l'exploitation de nos ressources minières puissent bénéficier d'abord aux populations locales. Et j'ai l'impression que c'est ce qui ne se passe pas actuellement. Voilà pourquoi j'avais parlé de partage des richesses, parce qu'au parti groupe, nous y tenons fortement. Le second élément de notre politique minière s'articule autour du respect rigoureux que nous voulons enclencher au niveau des normes environnementales. Est-ce que ces normes sont respectées aujourd'hui par les entreprises qui exploitent en Guinée? Je ne crois pas. Et c'est pourquoi nous voulons mettre en place un programme d'évaluation environnementale stratégique qui se chargera pratiquement de cela. Et nous pensons aussi en politique minière à la question de la promotion du développement durable. J'ai l'impression aujourd'hui que toutes les questions liées à l'économie s'épuisent dans le présent, dans l'immédiat. On ne pense pas aux générations qui viennent après. Et c'est exactement le contraire que le parti groupe se propose de faire. Donc à travers la politique minière, nous pensons au développement durable. Et nous voulons aussi, dans ce domaine-là, lutter contre la corruption et introduire des mesures de transparence. Vous avez parlé du code minier. C'est un code, bien entendu, sur lequel il y a des avis divergents. Moi, je crois que le contexte ne permettait pas, à ce moment-là, de négocier les termes de ce code tel que ça a été fait. Et ce code, on peut tout dire sur lui, qu'il contient des avancées extraordinaires, des avancées majeures, mais il a aussi ses limites à lui. Par exemple, le retard dans l'application des textes, ce qui est contenu dans le code, est-ce que c'est appliqué jusque maintenant là? Je ne crois pas. Il y a un problème de décentralisation qui n'est pas résolu par ce code minier-là. Et c'est ce que nous voulons mettre en place, de manière à ce que les autorités locales, les populations locales se trouvent bien évidemment au cœur de la politique que nous voulons mettre en place. Il y a aussi dans ce code minier, c'est une limite extraordinaire qui mérite d'être soulignée, c'est la faiblesse de l'implication de la société civile. Quand vous analysez le code minier de 2011, on l'a vendu en l'air comme étant code extraordinaire, pourtant la société civile n'est pas impliquée. Voilà. Merci. Dans les mesures de transparence et lutte contre la corruption, le rôle et la place de la société civile sont intéressantes. Et nous voulons donner à cette société civile ses lettres de noblesse. Oui, on dise juste 2 mots, s'il vous plaît, chacun, par rapport au panier de la ménagère. Comment l'alléger? 30 secondes par personne. 30 secondes par personne, mais il faut que je revienne sur un aspect. On m'a confiné dans une question de FIA, on avait la question des mines dans sa globalité. Le panier de la ménagère, je la lierai à la question d'inflation. Aujourd'hui, on dit que l'inflation est à 8%, mais si vous prenez l'indice qui permet de calculer le taux d'inflation, tous les produits qui y sont contenus, le rythme d'augmentation des prix est très inquiétant. Donc les prix ne font qu'augmenter au niveau de tous les prix, des indices, des éléments qui composent cet indice. Le panier de la ménagère, nous visons à mettre en place une politique de suivi et de stabilisation des prix. Et c'est pourquoi dans notre réforme, dans nos réformes économiques, nous visons à mettre en place des institutions solides de gestion, y compris la réforme du statut de la Banque centrale pour la rendre beaucoup plus autonome, pour qu'elle soit très responsable sur la gestion de la stabilisation des prix dans notre pays. Déjà sur le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère. Merci. Je pense que les considérations relatives au panier de la ménagère ont été évoquées. Elles sont intimement liées à l'agriculture. Dans un pays où 40% des biens sont importés, dès lors qu'il y a une pression sur les devises, cela se ressent sur les prix. J'ai parlé de la fête de la Tabaski. Aujourd'hui, quand on prend un fonctionnaire de la hiérarchie A qui gagne 3 millions de francs guinéens comme salaire mensuel, comment est-ce qu'il paye avec ça son loyer, comment est-ce qu'il paye l'école des enfants, comment est-ce qu'il paye son transport, comment est-ce qu'il s'acquitte des frais de santé. Donc pour nous, il est fondamental de mettre en place une politique d'accessibilité tarifaire des denrées de première nécessité. La Guinée est dotée d'un sous-sol extrêmement prospère et il est complètement ahurissant de voir que le panier de la ménagère est léger au sortir du marché. Bloc libéral. Merci.
Et vous savez, nous ne sommes pas des théoriciens du développement. J'aurais voulu qu'on me pose la question de savoir comment nous comptons financer tout ce qu'on est en train de dire. Voilà, parce qu'il faut trouver des fonds. D'accord. Si la question peut venir, je peux attendre. Oui. D'accord. Non, vous pouvez immédiatement en débattre. Je peux y aller. Ok. C'est au niveau de deux volets essentiellement. Vous savez, il y a un aspect qu'on néglige en Guinée, la contribution de la diaspora au développement du pays. Il y a des chiffres qui démontrent qu'il y a des pays comme le Sénégal et le Mali qui arrivent à faire contribuer à travers les transferts de fonds à hauteur de 10 voire 14% du PIB. C'est-à-dire au Sénégal, vous avez environ 536 milliards de francs CFA chaque année enregistrés à travers les transferts de fonds que l'État a comme ressource. Ça permet de financer, c'est 3 fois supérieur à l'aide publique au développement, qu'on se vante avec. C'est aussi 2 fois supérieur à ce que les autres partenaires apportent au pays. Ça veut dire que nous avons un potentiel que nous ne saisissons pas. Étant donné la qualité de la diaspora guinéenne, elle ne contribue pas aujourd'hui au développement par la faute de l'État guinéen qui est incapable de s'organiser. En Guinée, on n'a que 25 agences de transfert, tandis qu'au Sénégal, on en a aujourd'hui plus de 200. Et l'informel occupe l'essentiel des structures de transfert. Nous entendons travailler à cela pour réorganiser afin de mobiliser suffisamment ces ressources et financer le programme de développement du pays. Plus maintenant, la fiscalité élargie, pas la fiscalité répressive qu'on est en train de le faire, la ponction, la fiscalité élargie, ça nous permet aujourd'hui de doubler le volet recette de notre budget. 11 000 milliards, on peut passer valablement en un mandat à 20 000 milliards. C'est environ 3 milliards de parties de le dernier. Très rapidement sur la question du panier de la ménagère. Voilà, je crois que j'ai eu l'occasion d'aborder ces questions quand je parlais d'économie, de stabilité macroéconomique et des propositions que le parti groupe a dans ce sens-là. Je crois que la question du panier de la ménagère est intimement liée à la question de la croissance. Donc il faut agir en sorte qu'il y ait un retour de la croissance. Mais aujourd'hui, le débat autour de l'économie, ce n'est pas simplement qu'il y ait croissance, mais c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette croissance puisse être redistribuée, qu'elle puisse profiter aux ménages, qu'elle puisse profiter à tout le monde d'une certaine manière. Donc c'est une politique que nous mettrons en place pour que la croissance qui est produite puisse elle aussi bénéficier à tout le monde. Il y a aussi la question de la stabilisation des prix, c'est intéressant. Il y a aussi la question du pouvoir d'achat, agir de manière à ce que le pouvoir d'achat des Guinéens puisse augmenter. Donc exactement le contraire de ce que nous sommes en train de vivre maintenant là. Voilà, merci. Ça n'est fini donc pour ce soir. Tes chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous étiez dans votre émission Programme croisé initié par la HAC avec les partis politiques qui ont eu 1 heure pour débattre des questions de croissance. Le thème principal était donc la gouvernance économique, comment relancer les secteurs de croissance, surtout axé sur l'agriculture ce soir, les mines, l'industrie et encore le panier de la ménagère. Nous avions sur ce plateau Nadia Nahman, porte-parole de l'âge Selou Dalen Diallo, leader de l'UFDG, et M. François Faya Boromou du PEDN, Aliouba du bloc libéral et Mustapha Baldé du parti groupe. Il y avait donc comme journaliste à ma gauche Alia Kamara, journaliste, reporter, présentateur à la télévision nationale, et Ibrahim Sori Traoré de Guinée7.com. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est le 30. Le 30, donc les autres partis sont attendus. Si j'arrive à me remémorer, il s'agira du PEG, de l'UFR, du RPG Arc-en-Ciel. Encore une fois, merci. Nous finissons en humour. Encore une fois, merci à nos invités d'être sur le plateau. Bonne soirée. Au revoir.